l'invité de la matinale. Il est 8h33 sur Europe 1. Alain Finkielkraut est l'invité d'Europe Matin. Sonia Mabrouk qui est toujours avec nous. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je vous laisse l'honneur de reprendre le flambeau. Alors, vous avez évoqué avec raison le caractère anachronique d'un certain antifascisme qui ne cesse de traquer les dernières traces du fascisme qui est mort, qui s'est effondré une fois pour toutes. Mais est-ce que dans notre réflexion sur le XXe siècle, nous n'avons pas oublié l'autre totalitarisme et lui qui a peut-être laissé de véritables traces dans la vie intellectuelle? Vous parliez de la tentation stalinienne chez certains journalistes qui font des listes. Vous évoquiez la tentation de la critique de déviationnisme idéologique. Est-ce qu'à certains égards, aujourd'hui, la tentation totalitaire qui traverse une partie du milieu intellectuel ne prolonge pas des travers, mais qui viennent de l'autre totalitarisme au XXe siècle, le totalitarisme qui brandissait l'étendard du progrès? Oui, je pense que vous avez raison. Alors, je le redis, le fantasme de la récidive nourrit le déni. On l'a vu encore récemment avec Anne Hidalgo qui a dit que les musulmans d'aujourd'hui sont dans la position des juifs pendant l'entre-deux-guerres. Pour dire cela, il faut nier la réalité pourtant massive d'un antisémitisme venu d'islam et aujourd'hui aidé par une certaine extrême gauche qui y voit une expression nécessaire voire salutaire de la haine d'Israël, pays oppressif. Attendez, Anne Hidalgo donc nie une forme de l'antisémitisme contemporain, c'est ce que forcément. vous dites. Si elle dit que les musulmans sont dans la position des juifs, il faut qu'elle oublie cela. Alors c'est dur à oublier, mais c'est pour ça que je dis le fantasme de la récidive nourrit le déni. Et pour répondre à Mathieu Bocoté, il faut se souvenir que l'antifascisme a été le mot d'ordre du communisme après l'effondrement du Troisième Reich. C'est ce que François Furet montre très bien dans Le passé d'une illusion. Il n'y avait plus qu'un monde à deux dimensions, les fascistes et nous. Et il est vrai que le wokisme contemporain reprend à son compte et cette terminologie et cette vision binaire de l'histoire, cette brisure, cette cassure entre un camp du bien et un camp du mal. Donc, il ne s'agit pas du communisme, parce qu'il ne s'agit pas de collectiviser l'industrie, etc. Mais il s'agit d'un mode de pensée tout à fait comparable, ce qui témoigne d'une réflexion absolument insuffisante sur l'autre totalitarisme. Mais je relance justement sur cette question, le déni de réel auquel vous faites référence. Le fait que qui veut nommer le réel risque l'étiquetage idéologique le plus dégradant, le plus infamant et ainsi de suite. Est-ce qu'à terme, en dernière instance, tout ça ne crée pas les conditions d'une fracture civique, d'une fracture politique profonde, puisque le réel n'a plus droit de citer, sinon au risque d'être extrême droitisé? Ah oui, c'est le réel lui-même qui sent mauvais. C'est le réel lui-même qui est un vieux démon, bien sûr. Et c'est extrêmement dangereux parce que pour qu'il y ait une véritable discussion démocratique, même virulente, il faut s'entendre sur les faits. Si chacun arrive avec ses propres faits, les conditions de la délibération démocratique manque. Mais parlons-en des faits. Alors, entrons dans le vif du sujet du débat, Alain Finkielkraut, dans ce cas-là. Les faits, c'est ce que dit, pour certains, Éric Zemmour, un grand remplacement. Diriez-vous cela aujourd'hui? C'est ce que reprochent en fait les journalistes du Monde. C'est pas seulement, c'est de nommer certaines choses qui pourraient conduire à des germes de guerre civile. Est-ce que vous dites que ce sont des faits, contrairement à ce que disent certains journalistes? Je ne suis pas sûr de partager ce constat. Je pense qu'il est trop radical. D'ailleurs, Zemmour lui-même est un peu revenu là-dessus parce que, au nom du grand remplacement, il a parlé des risques d'une islamisation de la France et maintenant, son image, son concept, sa métaphore, c'est la libanisation. Ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire un fractionnement, un morcellement. Oui, ce risque existe et en tout cas,
je crois que le changement démographique de l'Europe est extrêmement spectaculaire. Les peuples historiques dans un certain nombre de communes, mais aussi de districts, de départements, se sentent devenir minoritaires. C'est ce que dit Christophe Guilluy quand il affirme que toute une partie des Français habitent maintenant, non pas au-delà du périphérique, mais au-delà de la banlieue, parce que ils ne sont plus les référents culturels qu'ils avaient l'habitude d'être, parce que toutes les boucheries sont halal, par exemple. Tout cela doit être pris en compte. Au lieu d'une réflexion plus fine, en effet, eh bien, on arrive, on plaque sur cette réalité la théorie raciste et conspirationniste du grand remplacement et on passe à autre chose. Non, d'ailleurs, je rappelle qu'une démographe tout à fait sérieuse, Michel Tribala, parlait de substitution démographique en Seine-Saint-Denis. Donc, je pense qu'il faut prendre ce genre d'expression avec beaucoup de précaution, mais la diabolisation est absurde et elle témoigne encore une fois d'un déni fanatique du réel. Finkielkraut, vous reprochez, si je puis dire, un esprit de système à ceux qui défendraient le bien au détriment du vrai. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, vous-même n'êtes pas dans un esprit de système? Et je reprends ce que disait Sonia à l'instant sur la théorie du grand remplacement, qui se veut une description de la réalité, mais alors qu'elle est elle-même critiquée comme une idéologie enfermée sur elle-même, Alain Finkielkraut. Il y a un risque, encore une fois, c'est-à-dire, si vous parlez de grand remplacement, vous pouvez avoir tendance à voir un arabe ou un noir qui traverse la rue comme un remplaçant. Et ça, c'est effectivement, il faut se garder de cette tentation. Voilà aussi pourquoi je n'utilise pas cette expression. Mais je suis sensible à ce qui se passe dans mon pays, à, encore une fois, ce que Christophe Guilluy appelle la guerre des yeux. La guerre des yeux dans un certain nombre de banlieues sensibles. Je me rends compte aussi du caractère grotesque du vocabulaire employé contre la théorie raciste et conspirationniste du grand remplacement. Alors, quartier sensible, c'est génial. Les jeunes, c'est génial. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Quand on dit des jeunes ont attaqué des policiers, on se fout du monde. On sait de quoi il s'agit. Quand on dit quartier sensible, on sait de quoi il s'agit. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas parce que, précisément, il faut pas donner, faut pas faire le jeu de ces théoriciens racistes qui sont à l'origine du massacre de Christchurch et pourquoi pas aussi des meurtres de Breivik. Donc, voyez. Permettez-moi de revenir sur cette question très précise. Vous dites, on comprend les mots utilisés, les jeunes, les quartiers sensibles, la nervosité sociale. Et on comprend ce que l'on lit, même si ce n'est pas dit. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, on lit, par exemple, certains grands journaux? Est-ce qu'on s'intéresse au discours du service public comme on lisait autrefois la Pravda? Oui. Bien sûr, je pense, et c'est très intéressant, parce que c'est pas simplement le service public, c'est aussi la presse dite progressiste, c'est-à-dire que Big Brother, c'était l'État. Et l'État, passait ses ordres, donnait ses ordres à une presse elle-même soumise. Mais là, c'est pas l'État. L'État est très faible. Donc, il émerge aujourd'hui, et c'est un totalitarisme un peu étrange. C'est pas encore du totalitarisme, mais c'est une tentative totalitaire étrange, une sorte de big paper. Voilà, c'est un big paper, et donc on regarde ce paper, on lit, et forcément on déchiffre, on voit quand même ce qu'il y a derrière. Mais on devrait se faire du souci. Est-ce que ce n'est pas ça le pluralisme des idées? Ce matin vous exprimez cela, dans le journal de Monde il y a parfois d'autres opinions qui s'expriment. Est-ce que ce n'est pas ça le pluralisme et la diversité des opinions dans une démocratie? Chacun peut arriver avec ses propres opinions, mais pas avec ses propres faits. Le pluralisme, c'est une réflexion, c'est des divergences sur un monde commun. Alors on peut dire, oui, ce problème existe, voilà comment nous allons le résoudre, mais la négation de ce problème, la négation de cette réalité, la nauséabondisation de l'angoisse existentielle des Français, ce n'est pas
le pluralisme, c'est le terrorisme intellectuel. On va marquer une courte pause. Nous sommes avec Alain Finkielkraut jusqu'à 9h. Sonia Mabrouk, Mathieu Bocoté sont avec nous. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h43.